Bojan Bogdanovic, pardon, j'allais dire Bogdan et Bojan Bogdanovic, 32 minutes par match, 59 matchs à Détroit cette année, 108 de true shooting plus, donc très très efficace, plus 8% par rapport à la moyenne sur 26% d'usage, c'est pas mal. Grosso modo, c'est le seul rayon de soleil du marasme de Détroit en fait. Bon, de toute façon, c'est le seul capable de mettre un panier dans cette équipe. Donc, mais c'est d'autant plus impressionnant du coup parce que il a des chiffres de scoring et d'efficacité qui sont complètement fous, honnêtement, pour un joueur qui est le seul joueur NBA dans une équipe de N2 quoi. Et je trouve ça complètement ouf d'avoir de tels chiffres d'efficacité et de scoring dans ce marasme-là, comme tu l'as dit. C'est le 27e meilleur score NBA du haut de ses presque 22 points par match. Au niveau des points par possession, il est dans le 82e centile. Je trouve ça fou quand on prend en compte son effectif. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça dingue finalement. Au niveau de son field goal plus, il a 103, donc le mec arrive à être efficace. Il a 114 à 3 points. Et en fait, je trouve ça ouf parce que quand tu prends l'effectif de Détroit, il y a eu des 5 majeurs avec Killian Hayes, Jaden Ivey, Bojan Bogdanovic, Jalen Duren et James Wiseman. C'est le seul capable de tirer à 3 points. Mais vraiment le seul est de très très loin quoi. C'est Jaden Ivey est capable parfois, mais c'est le seul et de ultra loin. Et je trouve ça complètement fou d'avoir cette efficacité à 3 points dans ce marasme-là. Et sa capacité dans son free throw rate plus, il est à 129. Donc le mec se permet d'être ultra efficace à 3 points et en plus de provoquer 30% de plus de lancers francs que la ligue. Franchement, je trouve ça assez fou. Ouais. Bah, c'est comme ça qu'on arrive sur un profil hyper efficace individuellement quoi. C'est ça, c'est 3 points et lancer franc. Mais j'arrive pas à m'expliquer comment il peut être aussi efficace dans cette équipe-là. Il avait toutes les raisons du monde à ne pas être efficace finalement. C'est aussi caractéristique de son profil qui est je mets des points de mon côté un peu indépendamment de l'équipe, j'exagère un peu, mais ça a toujours été un peu ça, Bogdanovic. Et effectivement, on a une saison d'efficacité qui est très très haut niveau. On en a parlé d'ailleurs dans un épisode récent des stats de la saison là, avec Détroit, mais effectivement, donc, plus 8% d'efficacité par rapport à la moyenne, et en chiffre brut, c'est 1,26 points par tir. Et donc sur des minimums 24% d'usage, donc minimum un certain volume d'utilisation, de, on va dire, deuxième, troisième option d'équipe. C'est le 8e plus efficace de NBA. 8e sur 66 joueurs avec un certain volume d'utilisation, donc plutôt très efficace Bogdanovic. Tu l'as dit, 41% à 3 points, 45% sur les catch and shoot, donc les autres savaient pas shooter, mais il suffisait que lui il soit là pour faire le spacing et ça marchait. Et donc 4e de NBA sur les catch and shoot en efficacité, parmi ceux qui sont à plus de 2 par match, 4e sur 228. Voilà, c'est un niveau de shoot plutôt satisfaisant. Moins bon sur pull-up à 3 points, cela dit, 41% sur les longs tirs de points cette fois, donc on va dire dans la moyenne haute sur les tirs à mi-distance, donc vraiment une belle saison un peu partout, hein, au niveau du drive aussi on est sur un joueur assez efficace, au niveau du jump shot, un peu de lancer franc. Après c'est vrai qu'on a toujours un peu les mêmes limitations de son profil, c'est-à-dire qu'il va mettre des points de son côté, mais pas un énorme créateur de jeu collectif et aussi un peu des malus défensifs, même si on peut les relativiser avec le contexte de Détroit, cela dit quoi. Bah ouais, tu l'as dit, c'est-à-dire que son playmaking est j'ai envie de dire négatif honnêtement. Il fait 2,6 passes par match, il fait 2,3 paires de balles. En fait, on a envie par son QI offensif de lui donner quand même un rôle de connecteur offensif finalement, parce que on sent qu'il est capable de faire les bonnes passes, etc. Mais en fait, dans son mindset, et c'est d'ailleurs le rôle que il faut lui donner, hein, c'est un scoreur unique. Il est pas capable de créer de l'attaque en dehors que par lui-même finalement. Moi, étant fan d'Indiana, je l'ai vu à Indiana, c'est-à-dire que moi j'ai vu des line-up avec Tyreke Evans, Lance Stephenson et Bojan Bogdanovic. Tu as mal aux yeux. Ouais. C'est assez terrible quand tu vois ce genre de line-up. Mais en défense et au rebond, il est catastrophique. En défense, si on devait faire un top 100 des pires défenseurs en face à face, Bogdanovic serait très bien classé. Au niveau des points par possession de son adversaire direct, il est dans le 28e centile. Donc bah c'est porte ouverte finalement.
Ouais, puis il y a aussi la défense sans ballon aussi. Hein. La défense collective est pas meilleure. Hein. Mais finalement, c'est parce qu'il est pas assez athlétique. C'est-à-dire qu'il arrive pas à suivre les mecs et même quand les mecs coupent, il peut pas leur courir après. Donc c'est assez difficile. Et en fait, je lui tombe d'autant plus dessus que quand tu es entre Killian Hayes et Jaden Ivey, qui sont deux défenseurs extérieurs, surtout Killian Hayes, on-ball assez impressionnant, et que derrière toi t'as Jalen Duren, euh, tu, tu peux pas avoir des chiffres d'efficacité défensive aussi bas. Moi, je le sanctionne vraiment là-dessus parce que il est pas bon, quoi. Et en plus, quand tu prends les rebonds, tout à l'heure, j'ai commencé sur la défense et le rebond. Au niveau du rebond, quand il est sur le terrain, sa team est dans le 48e centile. C'est-à-dire qu'ils sont pas bons au rebond. Et comme je le disais tout à l'heure, il était aligné parfois avec Jalen Duren et James Wiseman. Ouais. Ou Jalen Duren et Isaiah Stewart. Quand t'as cette taille-là à côté de toi et que ton équipe est aussi mauvaise au rebond, c'est pas possible. Ça veut dire que tu fais pas tes box-out, grands. Donc moi, ça me pose un vrai souci, quoi, à ce niveau-là. Oui, parce que non seulement il est pas bon face au ballon, comme tu dis, pas très costaud, pas très mobile latéralement, mais en plus, loin du ballon, c'est pas juste qu'il est neutre en fait. Parce qu'il y a des défenseurs qui sont relativement neutres, je pense à des Harrison Barnes ou des mecs comme ça. Bon, ils vont pas créer beaucoup de style, mais ils vont être plutôt en bonne position, etc. Lui, je trouve que non seulement c'est pas un playmaker défensif du tout, il est très très mauvais au niveau de ces chiffres-là, de style et de bloc. Et en plus, il y a aussi un peu des manquements, toujours des oublis il fait pas des rotations. En plus, il a pas de chance parce il a pas une envergure de bras énorme, donc il y a pas de bonus de ce côté-là. Quand il va faire des rotations au panier, il y a moins d'impact que certains autres. Donc ouais, la question c'est à quel point est-ce que la défense peut tirer vers le bas une efficacité qui est très bonne en fait. Ouais, bah c'est ça. Et en fait, moi, le plus gros souci que j'ai, c'est et moi, je veux bien avoir ton avis là-dessus parce que tu prends le très bon exemple d'Harrison Barnes. Euh, Harrison Barnes, dans l'épisode où tu en parlais, je sais plus avec qui t'en parlais, mais vous mettiez en lumière le côté tweener, c'est-à-dire en fait, on doit décider si on le fait jouer poste 3 ou poste 4, et on doit décider sur quel poste il est le plus efficace finalement, donc avec qui l'associer. Mais en fait, Bogdanovic, c'est le contraire. Tu dois décider avec qui l'associer en sachant sur quel poste il est le plus problématique. Euh, Tu vois, naturellement, moi, j'aurais envie de le mettre poste 4. Quand tu le mets poste 4, au niveau des rebonds personnels, il est dans le 23e centile. C'est-à-dire qu'il est catastrophique. C'est affreux, quoi. Et, en fait, je veux bien ton avis. Tu le ferais jouer quoi, toi? Tu fais jouer poste 3 en profitant de sa capacité à étirer le terrain et à créer de l'attaque? Ou tu te fais jouer poste 4 pour essayer de le cacher en défense? Mais en attendant, son défenseur direct, il l'ouvre au rebond, quoi. Pour moi, typiquement, c'est le genre de joueur il a le jeu d'un grand poste 2 même, carrément, en fait. C'est-à-dire qu'il Ouais, est ouais. tellement Ouais, mais peu c'est encore agressif. pire en défense, quoi. Bah, c'est ça. Après, tu peux te dire, du coup, il peut prendre cher face à des joueurs plus rapides, mais en même temps, il te pénalise tellement sur la défense collective, protection du panier, rebond, etc., que pour moi, c'est limite un grand arrière ou un ailier, quoi. Plutôt que intérieur, tu te fais. Non, pour moi, c'est trop court, quoi. Mm. Mais du coup, je ne sais pas comment classer ça, si on fait la transition, parce que je ne sais pas comment équilibrer une attaque très très intéressante et une défense très très pénalisante. Comment est-ce qu'on pondère ça? Dans quelle zone est-ce que tu l'imaginerais du coup? Bah, tu vois, là, je vois ton Harrison Barnes 149. Je viens de dire il était en dessous. Donc, je continue de descendre. Je vois Jaden McDaniels, il est en dessous. Parce que Jaden McDaniels, j'adore. Jeremy Grant. Il est en dessous de Jeremy Grant, pour le coup. Euh, putain. J'aurais envie de le mettre dans le range, il est embêtant. Oh, dans le range des ailiers entre DeAndre Hunter, Keegan Murray. Ouais, j'étais un peu par là aussi. Je le mettrais quand même un peu au-dessus parce qu'il y a une vraie dose d'efficacité de création offensive aussi. Ouais, mais c'est ça. En fait, pour moi, il est entre. Naturellement, je le fais en fonction de son poste. Hein. Pour moi, il est entre Jeremy Grant et DeAndre Hunter. Oui, on peut le mettre par là. On peut le mettre par là. Sachant que, ouais, ça fait loin quand même de certains autres, mais c'est peut-être les autres qu'il faudra bouger. Tu vois, par rapport moi, un CJ McCollum ou un Tyler Hero, mais c'est peut-être eux qui sont trop, hein, McCollum et Hero. Faudra qu'on se repenche là-dessus, mais effectivement, Bogdanovic, s'il était seulement un défenseur moyen, il pourrait être quand même beaucoup plus Ah haut, ouais. mais c'est pas le cas. S'il était un passeur moyen, Même un défenseur comme Kyle Anderson qui est pas hyper positif, et au moins, il est pas autant négatif, quoi.
Oui, oui. Effectivement, il faudrait une meilleure défense. Après, je pense que j'ai un meilleur avis défensif du coup que Kyle Anderson de toi. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok, mettons-le là. Alors mettons-le là à côté de DeAndre Hunter et de D'Angelo Russell, Quentin Grimes, etc. Keegan Murray qui est pas loin. Ça me va. Et donc petit quiz pour finir. Nous sommes le 7 janvier 2023. Et alors, pareil, pour trouver une action marquante de Bogdanovic, j'en ai pas trouvé. C'est une faute flagrante, du coup, sur Bogdanovic. Voilà, j'ai trouvé que ça, comme action qui ressort un peu du lot. de la part des Sixers, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain, de cette faute flagrante d'un joueur des Sixers sur Bogdanovic? Oui, parce que c'est même pas une faute flagrante de Bogdanovic. Non. C'est vrai, c'est la victime de l'histoire, quoi. Je vais dire Kylian Hayes. Oui, il est là. Yes. Je vais dire Ivy, du coup. Ivy n'est pas là, non. Si Ivy n'est pas... C'est à quel moment, pardon? Le 7 janvier. 7 janvier, donc c'est-à-dire que Saddiq Bey n'a pas bougé. Je vais dire Saddiq Bey. Non, il n'est pas là, Saddiq Bey. Donc il me faut un poste, il me faut un petit avec eux, avec Kylian. Je vais dire Alec Burks. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Après t'as Bogdanovic qui joue 3, je vais dire Bagley et Duren. Non. Nous avons quelqu'un qui était un ancien de Kentucky, qui est passé par OKC, qui a été échangé contre Zvi Mikhailuk. Et c'est comme ça qu'il arrive à Détroit. Hamidou Diallo. Exactement, Hamidou Diallo. C'est lui qui est sur le terrain. Il me manque un grand. Et il te manque le pivot qui lui aussi est passé par les Knicks, qui lui aussi est passé par les Sixers à la base. Il se fait drafter par les Sixers. Tu veux me faire ton jeu de mots ou pas? Je l'ai, mais je vois bien un truc avec le père ou le père Fouettard ou un truc comme ça. Non, vas-y. Nerlens Noël? Exactement, Nerlens Noël, oui, tout à fait. tout à fait. Et côté Sixers alors? Je vais partir de Harden Maxey. Non, alors Maxey oui, mais pas Harden. Mais pas Harden. Ça doit être Melton, du coup? Non, Melton n'est pas sur le terrain. Milton, du coup? Et Milton est sur le terrain, oui, tout à fait. Ok, donc j'ai Milton Maxey, ça marche. Je vais avoir Embiid. Non, le backup. Paul Reed. Exactement. Harris. Non, c'est un peintre sur le terrain. C'est un peintre? Oui, un peintre. Pas genre, c'est un peintre, il sait rien faire, mais... Ah, Matisse Thybulle? Exactement, Matisse Thybulle. Ouais, c'est un peintre aussi, remarque. Offensivement, quand même. Offensivement, c'est un peintre, ouais. Et Tucker? Et le dernier, c'est pas Tucker, mais c'est tout aussi cubique, on va dire. Cubique? Mais ça s'est shooté, par contre. C'est un cube qui shoot. Daniel House? Non, plus cubique. Je crois qu'il a signé à Cleveland, d'ailleurs, à la Free Agency. Ah, George Niang. Exactement, George Niang. C'est lui qui fait la faute flagrante. Bon, j'abuse un peu avec cette action, mais le quiz me paraissait assez marrant avec tous ces noms-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça plutôt qu'un panier ou qu'un drive. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.